Et bienvenue dans cette nouvelle émission, c'est François. Aujourd'hui, on va aborder quelques sujets un petit peu pointillés au vu de l'actualité, en pleine récession mondiale. Donc, on va aborder notamment des sujets comme les métaux précieux avec un intervenant qu'on a déjà vu, notamment à un de nos séminaires l'année dernière, en 2019. Je vais le laisser se présenter. Jean-François, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci François. Donc moi, c'est Jean-François Faure. Je suis le président fondateur de Ocoff.com et de Veracash. Donc Ocoff.com est la plateforme d'achat et vente de métaux précieux avec garde en coffre ultra sécurisé. Et Veracash est l'équivalent d'une monnaie d'échange, une néobanque, mais dont la monnaie reste les métaux précieux, l'or et l'argent, et que l'on utilise aussi simplement que de s'envoyer de la valeur avec un wallet ou d'utiliser une carte de paiement pour payer ses achats avec. Voilà. Ok, alors, effectivement, c'est des prestations que je mets en avant depuis plusieurs années pour ma communauté, pour les personnes qui me suivent, parce que je l'utilise à titre personnel depuis des années. On aura le temps de réaborder ce sujet sur la technique. On a quelques questions qui reviennent très très souvent. Pour revenir plutôt avant tout sur l'actualité, on a eu un crash boursier, c'est un cheminement entre le coronavirus et les crashs de pétroliers. Est-ce que tu voudrais donner ton avis d'un point de vue, alors certes pro métaux précieux, mais est-ce que tu veux faire un petit topo sur l'état actuel de l'économie et de la finance mondiale? Bon, en fait, il se passe globalement ce que tous les gens, un petit peu comme nous, un petit peu contrariens, C'est peuvent ça. annoncer depuis des années. Et le jour où ça se passe, là, évidemment, on dit, ah ben, on l'avait prévu. Alors évidemment, on n'avait pas prévu un quelconque virus. Enfin, moi, si j'avais parlé d'un virus, mais c'était pas un virus comme celui-là. Moi, j'avais plutôt parlé il y a 1 an et demi, 2 ans, qu'un virus informatique pourrait être un gros problème qui puisse ensuite derrière déclencher des problèmes boursiers. Alors sur le coup, c'est pas un virus informatique, c'est un virus bien dans C'est le un réel. germe, c'est pas pareil. Voilà, exactement. Et ça rentre dans le cadre de ce qu'on évoque un petit peu tous, que sont ces black swans, qui sont évidemment ces choses qu'on n'a jamais prévues, qui se Oui, produisent évidemment au moment où on s'y attend le moins. Et c'est évidemment ça qui a de véritables effets, de véritables impacts. Parce que tout simplement, les choses qu'on a prévues, quand on sait que telle société va se comporter de telle manière, que telle banque va faire faillite dans tant de mois, etc. Mais si on le sait déjà, on prend ses dispositions et bien sûr. quand il n'y a pas de surprise, tout le monde s'organise, et notamment les États qui vont rajouter un petit peu d'émissions de dette, un petit peu de ceci, un petit peu de cela. Donc voilà, le sujet, il est pas là et on est toujours entouré de gens qui sont extrêmement créatifs, donc qui arrivent toujours à anticiper ce genre de choses très prévisibles. Non, non, là, on est clairement sur de l'imprévisible. Et là, les choses se sont évidemment déroulées un petit peu comme prévu. Et le prévu, c'était quoi? C'est que quand on est un petit peu à la limite de l'élastique tendu, qu'on est un petit peu à jouer sur la corde, et ben, il se passe n'importe quoi. Donc, ça peut être voilà, un véritable virus humain, un virus informatique, tout ce que vous voulez. Ouais. Là, voilà, on tutoie nos limites. Et nos limites, c'était quoi? Eh bien, c'est un système financier qui avait joué un petit peu avec la hauteur des arbres, on va dire. Donc, on pensait que ça allait atteindre le ciel. Et bien évidemment, ça n'atteint pas. Donc là, on se l'est pris en pleine figure hier. On a vu que des choses complètement aberrantes peuvent se produire. Alors, tout le monde imaginait, moi je me rappelle, il y a 5-10 ans, on imagine le pétrole à $200. Oui, Euh, bien sûr. Oui, oui, il y en a il, qui disaient il, ça. il, voilà, il est passé en dessous de 30 il y a quelques jours, quoi. Voilà, donc 50% de tout va bien. et ben voilà, donc et c'est ça la réalité à laquelle on peut être confronté. C'est ce qui Oui, nous parce qu'il ramène un petit peu sur il faut Terre. le dire que le crash pétrolier aussi, c'est un black swan, parce que personne s'attendait du jour au lendemain à avoir l'alliance qui était faite et complètement s'arrêter du jour au lendemain. Donc, Mais comme toute crise, François, oui, si tu prends un petit peu toutes les crises, entre guillemets, les Man Brothers qui en ont. 2008 aussi. Mais voilà, c'est comme un accident sur la route. Tu n'as jamais qu'un seul responsable. Tu as toujours un enchaînement de, à minima, enfin, une faute grave, une erreur, voire une deuxième. Et en fait, la faute grave, la faute grave, sur le coup, elle incombe en personne. C'est un virus qui apparaît et c'est vraiment le déclencheur grave. Et ensuite, derrière, il y a une accumulation de choses qui résultent de la première, où globalement, eh bien, tu sais, c'est un peu comme quand tu prends ton bain au bord de la plage et que la marée est au plus bas. Si tu n'avais pas de maillot, ben,
tu vois que tu n'en avais pas. Et là, des gens comme les Russes, eux, quel était leur impératif? C'est de découler leur pétrole parce qu'aujourd'hui, c'est leur principale source de revenus. Quel est l'homme à abattre? Ce sont les Américains avec le pétrole de schiste. Tout à fait. Donc là, eux, ils n'avaient pas d'autre choix. Il n'y avait pas deux options. Il n'y en avait qu'une. Donc, ils l'ont lancé. C'est de se désolidariser des accords avec l'OPEP. Et c'est ce qu'ils ont fait. Comme ça, ils peuvent produire autant qu'ils veulent à un prix cassé. Mais de toute manière, ils sont dans une logique où ils vont, entre guillemets, tuer leur marché et ça sera peut-être les derniers à fermer la porte. Et on est dans ce genre de logique. Donc, tu vois, on est parti de ce virus et en fait, à la fin, tout le monde ramène la couverture à lui en fonction de son problème. Le problème des Russes, c'est le pétrole. Le problème des Français, je sais pas, ça va être le tourisme et ça va être l'industrie du luxe. On verra ce qu'on va inventer comme truc autour de ça, mais il y a peut-être des choses Clairement. drôles qui vont apparaître dans les semaines qui vont suivre. On va suivre les Américains, on va voir ce que ça va donner. Les Américains avec des élections dans quelques semaines, quelques mois. Là aussi, ça va être drôle parce que Trump va être extrêmement créatif. Il a déjà commencé un Ouais, je petit pense peu à qu'on va l'être. s'amuser Donc, tu sur le vois, sujet. voilà, donc tu vois, voilà, on est parti d'un virus et maintenant tout le monde trouve de la créativité pour ramener la couverture à lui. Tiens, en Allemagne, tiens, on va voir peut-être ce que ça va donner du côté des banques, la Deutsche Bank. Comment la Deutsche Bank va suivre ce genre de choses? Quels sont les risques qu'elle a pris, par exemple, sur peut-être des choses plus ou moins toxiques ou pourries qui pourraient être en rapport de près ou de loin avec ce qui se passe en ce moment? Voilà, là, on ne sait pas. Tu vois, c'est peut-être le Black Swan de la semaine prochaine. Oui, donc c'est justement, c'est un des sujets que je voulais aborder, c'est qu'il va falloir voir ce qui va se passer. C'est-à-dire, est-ce qu'on va continuer sur un enchaînement de Black Swan ou est-ce qu'on va revenir sur quelque chose qui sera un peu plus stable? Alors, avant d'aborder la question des métaux précieux, comment toi tu vois les choses, on va dire à court terme et à long terme? Alors évidemment, le but c'est pas de sortir la boule de cristal, ce qui est toujours paradoxal parce que c'est un exercice intéressant. L'auditeur veut avoir mon avis, ton avis, mais c'est impossible de le donner dans un sens. Mais comment tu vois les choses, admettons, là, dans cet été, Écoute, et comment tu vois les choses peut-être dans 5 ans? alors Je ça, n'ai pas c'est quand de même question super qui loin. Non, non, moi, ce que je vais juste faire, c'est un constat, et c'est un constat assez drôle. Bon, moi, je suis pas assez vieux pour avoir connu plus d'une crise majeure. Alors, quand je dis crise majeure, pour moi, ben, c'est la crise de 2008 avec sa réplique de 2011. Ouais, Ça, par contre, je l'ai connu en long, en large et en travers. Et ce qui est drôle à observer, c'est que alors que les causes initiales sont complètement différentes, puisqu'en 2008, on était vraiment sur une crise financière et assumée comme telle. Là, aujourd'hui, peut-être qu'on rentrera dans une crise financière, mais qui d'abord s'est déclenchée par entre guillemets, une crise sanitaire, oui, c'est médicale, d'abord etc. économique, oui. Voilà, Oui, oui. enfin, d'abord sanitaire, quoi, Ouais. qui entraîne ensuite derrière des éléments ou des leviers économiques qui vont ensuite peut-être enclencher derrière une crise financière s'il s'avère que telle banque n'avait pas la couverture qui allait bien, etc. En tout état de cause, pour l'instant, on se retrouve sur des schémas et on le voit dans le cours des actions, quelle action qui dévisse, quel Mhm. actif qui va prendre, qui va avoir un effet contre-cyclique, un petit peu la manière même dans les médias tels qu'on en parle, etc. On a l'impression de se retrouver en 2008 alors que la cause est différente. Alors c'est assez drôle, ça veut dire que des causes différentes entraînent les mêmes effets. Alors, ce qui va être très intéressant à observer, c'est justement on peut cocher toutes les cases de ce qu'on a pu connaître entre, moi je vais dire 2008 et 2015, hein, puisque pour moi la crise de 2008 s'est terminée à peu près vers 2015. En fait, avec la fin notamment de la crise grecque, on peut dire que voilà, Oui. tout était consommé à ce moment-là. Puis sur 2016, on repartait sur autre chose. Donc là maintenant, ce qui va être intéressant, c'est d'observer comment les choses vont se dérouler derrière ce que ce coronavirus a pu entraîner et voir ce que ça peut provoquer par rapport à notre économie, par rapport à notre industrie, etc., pour avoir une forme de comparable alors que la cause initiale n'avait strictement rien à voir. Et ça, pour moi, une fois qu'on a ce genre de compréhension, ça nous crée une forme de connaissance, de recul qui nous permettra peut-être de mieux appréhender, de mieux se positionner Oui. sur les prochaines crises, quelles qu'elles soient, parce qu'on sait que ça va derrière entraîner tel ou tel type de phénomène quand on est dans telle configuration. Donc aujourd'hui, moi je dirais que
moi, je ne suis pas capable de dire ce qui va se passer dans 5 mois. Je n'ai pas envie de le dire non plus. La seule chose que je constate, c'est que pour l'instant, on déroule certains steps d'une manière assez analogue à 2008. La seule différence, c'est que pour l'instant, on n'a pas de banque qui ait encore fait faillite. Alors, c'est Exact. intéressant à observer parce que sans la faillite d'une banque, il y a quand même déjà des choses qui se déroulent d'une manière assez analogue à 2008 avec faillite de banque. Alors, depuis, on a appris plein de choses. C'est-à-dire que depuis 2008, on sait mettre plus facilement de la dette, on sait recapitaliser une banque en sous-marin sans que même ça ne fasse la une des journaux. Donc Mm. voilà, par exemple, la Fed, boum, qui lance 150 milliards à la journée pour injecter un petit peu de liquidité et que ça C'est se ça. fluidifie. Ça, en 2008, on ne savait pas le faire. On le faisait, mais on avait peur de ce qui pouvait se produire derrière. Maintenant, on sait faire. Pour autant, est-ce que ça règle les choses? On n'a pas encore assez de recul. Donc voilà, mon C'est la conseil, question. c'est plutôt d'être observateur et de bien tout noter, les événements qui se passent, ce que ça peut enchaîner derrière et de se créer cette culture. Et je ne suis pas convaincu qu'il y ait tant de gens qui ont envie de faire cet exercice et c'est dommage parce que c'est avec ça qu'on va pouvoir ensuite savoir se positionner, notamment Ok. sur les marchés. Ouais, c'est exactement ça. Alors effectivement, comme tu dis, on sait faire. Alors est-ce que c'est vraiment la bonne solution? Ça, c'est une autre question complètement différente, voire même éthique, écologique, mais on sait faire. Maintenant, revenons sur la question des métaux précieux. Comment alors déjà au niveau de l'individu, parce que bon, on va pas parler des États qui stockent, certains États qui stockent beaucoup plus que d'autres, ils ont une vraie stratégie à long terme, d'autres qui sont beaucoup plus court-termistes, qui vendent. Au niveau de l'individu, pourquoi c'est intéressant maintenant? Alors en plus, il y aurait même une question d'analyse technique à faire, parce qu'en 2019, voilà, on a eu un premier signal d'achat qui était très, très intéressant pour un investisseur un peu chevronné qui sait ce que ça veut dire. Et aujourd'hui, est-ce qu'à court terme, à long terme, alors moi j'ai déjà donné un petit peu mon avis par mail à mes abonnés, mais est-ce que tu voudrais faire le point là-dessus? Et après, on pourra rentrer dans la technique peut-être sur le comment. Bon, alors, si tu veux, là, qu'on boucle déjà sur l'analyse technique, du moment où les 1400 euros, et là je parle en euros parce qu'on est en zone euro et l'euro est un élément de cotation officielle de l'or, quand on avait dépassé les 1400 euros, on venait de franchir une résistance majeure, Oui. puisque c'est tout simplement le record absolu en euros du cours de l'or. Et donc, ça devenait un support plutôt solide. D'ailleurs, qui a été testé plusieurs fois Mmh. avant que le coronavirus rentre en œuvre. Donc là, on était dans un contexte qui potentiellement, d'ailleurs, pouvait être dégradé pour l'or, hein, c'est-à-dire que c'était l'or confronté aux logiques de marché. Bon, il y avait des éléments de soutien, comme évidemment la guerre commerciale, etc. Mais bon, business as usual. Là, avec le coronavirus, maintenant, moi, je dirais, sans trop m'avancer, que en dessous des 1400 euros, on va peut-être pas y passer en dessous de suite, quoi. Oui, on n'est pas prêt de le Voilà, revoir celui-là, je pense. on n'est peut-être pas prêt de le revoir. Bon, pour autant, on n'est pas nécessairement beaucoup au-dessus. Donc là, on est dans une zone un petit peu, et là, que depuis très peu de temps, qui est plutôt attentiste, où les gens ont envie de savoir un petit peu ce qui se passe. Et puis, on a aussi deux antagonismes. Parce qu'on est sur des volumes qui sont quand même en ce moment assez énormes sur l'or, et avec des acteurs qui sont très différents. On a ceux qui viennent de se prendre des grosses gamelles Oui. sur leurs actifs, style action, etc. La seule chose qu'ils veulent faire, c'est équilibrer une fois qu'ils ont dénoué leur ligne perdante avec une ligne gagnante. Bon, en ce moment, pour tous ceux qui ont su acheter l'or au bon moment, et c'est le cas de la majorité des cambistes professionnels, là, ils ont de l'or avec des plus-values de 20-30%. Naturellement, qu'est-ce qu'ils font? Boum, ils équilibrent et ça veut dire qu'ils sont neutres sur les lignes sur lesquelles ils se sont pris par contre 20-30% à la baisse. Donc ça, c'est les gens qui ont d'ailleurs fait baisser le cours de l'or il y a de cela à peu près 15 jours. Oui. Le cours de l'or avait fortement baissé, les gens ne comprenaient pas pourquoi, mais la réponse était excessivement simple. Pareil, on l'avait vu en 2008, ça aussi, hein. C'est que tout simplement, à ce moment-là, on vend vite son or pour que quand on présente le bilan de ce qu'on vient de dénouer, ben bon, voilà, on soit à peu près pas trop perdant, voire même un petit peu gagnant. Voilà, Oui, donc ça, on est exactement. encore là-dedans, à plus forte raison depuis hier, puisque on a remis le couvert sur la forte chute. Voilà. Et ça, c'est compensé par des gens qui alors sont peut-être les nouveaux entrants ou des gens qui se renforcent parce qu'ils considèrent justement qu'on est sur des niveaux d'entrée qui peuvent être intéressants en jouant donc
le fait d'être au-dessus de ce support à 1 400 € ou son équivalent en dollars. Et donc là, on est plutôt sur cette population acheteuse, donc qui est soit une nouvelle population, Hmm. soit une population qui achetait de manière régulière de l'or. Et là, c'est qu'elle est dans une phase où il faut acheter un petit peu plus. Voilà. Et voilà, on est en ce moment donc sur ces deux acteurs, ce qui fait qu'on se retrouve avec un cours qui ne chute pas plus que ça, qui ne part pas dans la stratosphère Ouais. et qui est globalement dans un range en euros entre 1400 et 1550 et qui est une zone intéressante d'accumulation rationnelle et de continuer dans une logique de régularité. Après, on peut jouer effectivement, d'y rentrer un petit peu plus fortement quand on est sur une journée où on a eu une baisse de 3, 4 ou 5%. Là, ça peut être intéressant de se renforcer. D'accord, d'accord. Oui, effectivement. Alors, c'est sûr qu'en plus, c'était assez intéressant parce que la fin d'année 2019, on avait à la fois une croissance des marchés qui était assez fulgurante et en même temps une croissance de l'or, une chose qui était assez rare dans l'histoire, c'est que les C'est 2 montaient. inédite. C'était un peu paradoxal. Donc là, on y est, effectivement, il y a eu cette croissance, puis il y a eu une correction quand même assez intéressante, puis on est reparti comme jamais là, suite à ce qui vient de se passer. Puisque tu viens de faire la comparaison avec 2008, est-ce que tu penses que ça va se recomporter de nouvelle fois comme en 2008 par rapport à alors parce qu'il y a eu il y a plein de choses à dire par rapport à ce qui s'était passé il y a presque 12-13 ans. Écoute, là, sur le coup, moi, je pose des questions. Est-ce que, et pareil, en faisant un parallèle avec 2008, on considérerait que maintenant, toutes les problématiques qui ont fait que hier ou avant-hier, l'or a été poussé au niveau où il se trouve aujourd'hui, sont des problématiques qui sont réglées. Bon, coronavirus, on est dedans. On n'a pas encore un début de connaissance de ce que c'est. Est-ce que c'est quelque chose qui va se produire tous les ans comme une grippe? Est-ce que déjà, tout simplement, on va arriver à l'endiguer alors, en Chine, ils y arrivent visiblement. Bon. En Italie, ils se prennent une quarantaine. Est-ce que ça va marcher ou pas? On ne sait pas. Quel est le prochain pays sur la liste de ceux qui vont se retrouver en format Italie? Est-ce que c'est Ouais. la France? Est-ce que c'est l'Allemagne? Ça, on ne sait pas. Donc là, on a une incertitude. Donc là, on peut se dire, je pense qu'on a encore 6 mois devant nous pour se poser des questions sur les résultats du coronavirus. Et ça peut être quelque chose d'extrêmement négatif, on ne sait pas. Il y a ça. Et derrière, alors avec ce qui vient de se passer sur le pétrole, est-ce qu'on imagine une seconde qu'il ne puisse pas y avoir une forme de guerre commerciale autour du pétrole entre trois gros acteurs que sont donc les membres de l'OPEP, plutôt donc Moyen-Orient, plus les Russes, plus les Américains? Est-ce qu'on pense que là, ils vont faire une danse à trois sans qu'à un moment donné, il y en ait un qui a envie de taper l'autre? Bon, visiblement, depuis 2 jours, on a l'impression Mmh. que non, clairement pas. Donc là, il y a un vrai sujet là-dessus. Ensuite, quand vous avez une Chine qui, sur le coup, va se retrouver depuis très longtemps avec une croissance qui va être plutôt atone, quelle va être sa réaction? Qu'est-ce qu'elle va vouloir faire? Alors, sachant que la Chine, hein, il faut quand même garder en tête qu'ils ont un plan sur 100 ans depuis 1949 qui est Exactement. de redevenir quand même la première puissance mondiale. Ça, c'est quand même leur focus. Ce qui a toujours été Euh, le cas normalement dans l'histoire. C'est-à-dire que les 150 dernières années, c'est une anomalie de l'histoire où on a eu les États-Unis, qui ont l'hégémonie des États-Unis était quelque chose de bien particulier et normalement, oui, oui, la Chine, c'est 25 du PIB mondial. mais, mais évidemment, enfin, voilà, on va dire que l'hégémonie des États-Unis, c'est un peu comme l'hégémonie qu'on a eue de l'Espagne au XVIe siècle, vite fait, quoi. C'est Faut dire que d'ailleurs à l'époque, pour mettre en perspective, auprès de qui les Espagnols dépensaient l'or qu'ils venaient de trouver en Amérique du Sud, ils le dépensaient notamment auprès des Chinois. Donc on est un peu sur des phénomènes un petit peu similaires. Donc oui, on est face à une culture millénaire qui a envie de le redevenir. Donc voilà, là aussi, on, on est dans ce genre de choses. Donc globalement, et là je ne parle que d'éléments plutôt géostratégiques. Mais après, sur l'économie, est-ce qu'on a mmh. réglé nos problèmes de dette? Non. Alors certains vont dire que la dette n'est pas un problème. Moi, je pense quand même que si ça n'est pas correctement géré et Ouais, si c'est un en face, on n'a pas quelque gros chose problème quand même. qui tient la route. Euh, donc on peut dire que par de la méthode Coué, on émet de la dette et ça satisfait tout le monde. Ouais, ok, tant que tout le monde y croit, c'est très bien.
C'est ça. Sauf que voilà, il suffit que tu aies un grain de sable qui vienne gripper un petit peu tout ça, et ta dette, tu te la retrouves sur les bras et tu sais pas quoi en faire. Donc ça, on peut toujours être dans cette logique. On est d'ailleurs aussi sur des ratios, justement, là, je vais plus parler de la dette au sens étatique, mais plus de la dette privée, Mmh. des ratios dette privée avec PIB qui rentrent dans des postures qui sont peut-être pas très très bonnes. Et là, les keynésiens pourront me dire qu'on est sur des ratios justement dette privée, PIB qui sont plutôt angoissantes. Là, je fais référence à Danny Lang notamment, Oui, qu'on connaît bien de ton côté que et ce soit du sa nôtre. vision, oui, bien sûr. Voilà. Voilà. Donc pour moi, rien n'est réglé. Et rien ne motiverait à ce qu'on se dise bon ben l'or ça ne nous intéresse plus, on revend tout non, parce que en plus quand tu as connu une crise ou un prémisse de crise tel que celui qu'on connaît en ce moment, ça te crée mentalement quand même un souvenir de quelque chose qui est dangereux. Et qu'est-ce que tu fais? Tu achètes de l'or. C'est ce qui s'est passé. Les gens qui ont connu C'est ça. 2008-2009, avant de connaître 2011, je peux te dire qu'en 2009-2010, ils ont fortement acheté de l'or parce qu'ils venaient de subir 2008 et pour eux, c'était gravé dans le marbre dans leur tête. Oui, il suffit de regarder les 2011 a chiffres, remis le hein. couvert. Ben oui, enfin, voilà, les chiffres sont là, quoi. 2011 a remis le couvert sur l'euro. Tout le monde a cru que l'euro allait mourir et il a failli mourir. Il faut quand même s'en souvenir. Ça s'est joué à pas grand-chose. Et ça a duré comme ça jusqu'en 2013 où là, on considérait que tout allait mieux. Donc là, voilà, l'or a baissé, mais c'est-à-dire que sa posture de bouclier, en fait, on a rangé le bouclier. Pour moi, c'était pas une bulle qui éclatait, non, c'était juste que ben, c'est bon, l'or, on considère qu'il a fait son job, on range le bouclier et on Ouais. passe à autre chose. Voilà. Les gens qui étaient un petit peu malins ont continué à en acheter de manière régulière. Je peux te dire que ceux qui ont acheté de l'or en 2013-2014, aujourd'hui, ils sont extrêmement contents. Je suis content. Je suis, je suis content. Effectivement, oui, c'est ça. C'est-à-dire que on compare toujours à ce qui s'est passé, ce qui est intelligent, il faut le dire. Après, c'est sûr qu'on ne sait jamais ce qui va arriver en tant que tel, puisque c'est pas arrivé, soit parce qu'on a un Black Swan, ou alors on n'a pas assez de recul, on n'a pas assez de data. Ça, c'est sûr. Après, là, on vient de conclure quand même que c'était intéressant. Alors, tout est relatif, encore une fois, mais que c'est intéressant de se placer maintenant sur l'or, sur les métaux précieux. D'un point de vue purement technique, voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas, soit au coffre, soit vers la cash, qu'est-ce qui est plus intéressant à faire? On va vers quoi? On fait comment ça fonctionne? Écoute, ça va être en fonction un peu de la visée de durée qu'on peut avoir sur son achat autour de l'or et en bout de course, le moment où on souhaite revendre. Oui, Si on souhaite plutôt revendre à moyen ou long terme, au coffre, c'est intéressant parce que ça va permettre de se positionner sur des produits, mais dans leur individualité. Quand je dis leur individualité, c'est-à-dire se dire, bah, tiens, voilà, là, je fais un focus sur du Napoléon. Et je joue par exemple l'effet de prime en cas de prochaine crise grave qui fait que mon Napoléon vaut 2 fois le contenu de l'or qu'il contient. avec Et la c'est des fameuse choses qu'on prime. a vues. Ouais. Donc ça, on sait le jouer par le biais de coffre. Et sur Ocoff, on sait aussi jouer le très long terme. Et nous, on a des clients voilà, qui sont par exemple chez Ocoff parce qu'ils se disent, ben voilà, moi, je veux être encore chez vous dans 20 ans. Jouer la fiscalité qui arrive à zéro parce qu'elle est dégressive dans le temps et dans 20 ans, je pourrais vendre mon or quand je serai à la retraite. Je ne serai pas imposé si la loi n'a pas changé d'ici là. Et ça, Ocoff est complètement bâti pour ça. Dans la logique d'acheter, alors sur le coup, un petit peu tous les mois, ce qui permet comme ça au passage de ne pas avoir de frais de garde à payer, Oui. d'être dans une logique assez saine d'achat de l'or, qui est vraiment conseillée un petit peu par tout le monde, même par les traders, d'être dans une logique d'accumulation rationnelle, c'est-à-dire que tous les mois, j'achète un petit peu. Dans le mois courant, j'essaie peut-être de me positionner sur un moment d'entrée qui me semble bien. Tout Donc, à fait, quand oui. je suis pas loin d'un support ou quand je viens de franchir une résistance de manière un petit peu solide, là, je me dis, tiens, hop, je peux peut-être en mettre un petit peu plus. Voilà, donc ça, c'est la manière assez efficace de jouer ça sur au coffre. Et statistiquement parlant, on va dire qu'on est, ou habituellement, là, sans réflexion, on va être sur du 50-50. Quand on joue ça, on est peut-être sur du 65-70 contre 30. Donc, c'est pas mal. C'est-à-dire qu'on se donne plus de chances d'être un peu gagnant en faisant ce genre de calcul. Oui, c'est Voilà, très ça, c'est peu chronophage, ça c'est sûr en plus. voilà, bon. Et de toute manière, en fait, l'or, il faut pas le jouer de manière émotive parce qu'on est perdant. On est perdant. Donc là, il faut être extrêmement froid. Il faut savoir s'ennuyer avec l'or. Parce que si on est dans une logique différente, ça peut très mal se terminer parce que personne n'est capable de connaître le cours de l'or dans 5 minutes. Voilà, ça c'est l'action de base. Voilà. Donc ça c'est pour au coffre.
Sur Veracash, on est sur un tout autre registre. Ouais. On est sur un registre plutôt court terme et un registre de, entre guillemets, commencer à prendre ses habitudes s'il se passait quelque chose. Et là, le commencer à prendre ses habitudes s'il se passait quelque chose, c'est considérer l'or comme une monnaie, se dire que Veracash pourrait demain, quand je dis demain, c'est demain, si l'euro ne fonctionnait plus, si les banques étaient bloquées comme en 2015 en Grèce ou en 2013 à Chypre, l'utiliser comme un moyen de paiement immédiat avec tous ceux qui possèdent Ouais, du c'est un gros Veracash. avantage, oui, bien sûr. Et ça, Carte bancaire. tu connais ça par cœur, tu sais comment ça marche, parce que si tu as par exemple face à toi un commerçant qui ne connaît pas Veracash, tu sais qu'avec ton application Wallet, qui est donc déconnecté du système financier. Et là, quand je parle de Veracash, je ne parle même pas de la Veracard, je ne parle pas de la Mastercard, Oui, parce que oui. pour moi, c'est du système financier. Dans le cadre d'un blocage, on pourrait imaginer que les Mastercard ne fonctionnent plus. Bon, si notre application mobile continue de fonctionner, tu es face à un marchand qui a quelque chose à te vendre et pour X raison, il n'accepte plus les euros ou ça ne marche plus, tu es capable, avec sa seule adresse email, de lui envoyer de la valeur pour le payer. Moi, j'ai des membres de Veracash qui ont déjà testé ça, alors dans d'autres contextes plutôt positifs, pas des contextes de crise, mais de leur dire, Ouais. ton truc, là, je vais te l'acheter, mais je te payais ça en Veracash. Et il leur explique ce qu'est le Veracash, et bien, le commerçant face à eux a en direct ouvert un compte en Veracash. Ouais, c'est pas mal, ça Voilà. est pas mal. Bon, du coup, ça va être soit on paye en Veracash, soit on paye en Bitcoin, c'est ça? Écoute, oui, Si le alors c'est commerçant possible qu'à ce accepte moment-là, plus l'euro, ouais. Hein. oui, ben, voilà, chacun arbitrera en fonction de la monnaie qu'il reconnaît. Et on sait que dans les périodes de crise, il n'y a pas qu'une monnaie, mais il y en a pléthore. Là, si on va beaucoup Oui, plus loin, en 29, les cigarettes étaient une monnaie. on revient sur les Euh, fondamentaux de qu'est-ce qu'une monnaie, bien mais sûr. mais il y en avait d'autres. C'est ce qui est reconnu comme quelque chose de monnayable sur lequel on puisse faire une transaction par un maximum de personnes. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il peut y avoir des choses qui sont terribles et qui sont utilisées comme monnaie. Oui, si. Sur le coup, l'or est une manière très très sympa et encore bon enfant de le faire. Et donc, l'avantage de Veracash, c'est qu'on peut commencer à peu de frais à prendre ses habitudes dès à présent, tout simplement en ouvrant un compte gratuitement, en y déposant dessus à son rythme quelques euros qui se transforment de suite en grammes d'or. Et puis un jour, tiens, s'amuser à dépenser avec sa Veracard, voir si ça marche. Et par magie, ça va fonctionner. Si on a des enfants, leur ouvrir des comptes pour leur envoyer des Veracash et s'en servir comme argent de poche. Et je peux te dire que les enfants, quand ils ont un compte Veracash et qu'ils se rendent compte qu'on peut payer avec un McDo, qu'on peut payer une Ça va place vite de rentrer, ouais. ciné, bah, tiens, c'est bizarre, mais Veracash, ça m'intéresse. Est-ce que papa, tu peux m'envoyer des Veracash, s'il te plaît? Donc là, que derrière, ce soit de l'or, de l'argent, du diamant ou autre chose, ils s'en fichent. Ils savent qu'ils ont un pouvoir libératoire. Bien sûr. Voilà. Moi, j'ai même des enfants qui m'ont fait la remarque, me dire, ah mais tiens, ça veut dire quoi plus-value? Ça veut dire que là, je gagne quelque chose en plus? Le petit plus-value qui est en dessous, Ouais, effectivement. le Oui, petit, c'est ça. petit plus-value. Donc voilà, ils ont compris, ils peuvent avoir, alors plutôt minimum 12 ans, parce qu'en dessous, c'est pas légal, mais donc au-dessus de 12 ans, ils comprennent vite les choses. Ils comprennent qu'en fait, en Veracash, quand la valeur de l'or a grimpé, ben, ça veut dire que leur monnaie est plus forte. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, quand ils utilisent leur Veracash, ils savent que globalement, eh bien, Ouais, ils sont plus forts, ça leur coûte moins cher, c'est etc. excellent pour l'éducation en plus, bien sûr. Voilà, mais oui, en Ouais. fait, on leur apprend les fondamentaux de la monnaie en utilisant Veracash. Donc voilà, Veracash, c'est de l'éducatif, c'est du militantisme aussi. Parce que quelque part, quand on utilise Veracash, eh ben, quelque part, Mm. on fait ça peut-être à une forme de système économique, système monétaire. Ça Et ça, va, c'est clairement, un ouais, c'est véritable enjeu. tout ce qui est hors système bancaire, hein, à commencer par tout ce qui est libertarien, tout ce qui est crypto. Mais bien sûr que là, on en retrouve un peu cette même philosophie. Complètement, ça s'inscrit complètement dans la mouvance crypto. Alors, c'est vrai que Veracash n'est pas une crypto dans le sens où Veracash strictement n'est pas adossé à une blockchain. Mhm. Par contre, les fondamentaux de Veracash ressemblent très fortement à une crypto dans le sens où c'est de la tokenisation. C'est-à-dire que nous, depuis 2012, que le système, en fait, le noyau de base a été inventé, on tokenise en fait des mini-fractions, des poussières d'or, donc c'est 5 chiffres après la virgule du gramme, et ça c'est complètement transparent pour l'utilisateur, il ne le Oui, voit même pas, il n'en a pas la connaissance, mais nous c'est notre fondamental, c'est du token. bien C'est sûr, du oui, token. c'est ça. On Et en retrouve fait, le c'est du principe token même. comme le XRP. Moi,
je dirais que ce qui ressemble le plus dans l'univers crypto, et moi je dirais que XRP, c'est peut-être même pas une crypto, hein, enfin, ou si Ouais, Veracash n'est pas une crypto, XRP n'en est pas une non plus, hein. c'est ça. Et on est assez similaire en fait sur le fonctionnement. La différence entre XRP et Veracash, c'est que Veracash, le tangible, lui, il est là. C'est adossé à un actif Il réel. est dans des coffres. Voilà, exactement. Oui, oui, et surtout, il est dans les coffres. Ça. Il Et est hors dans les système coffres, bancaire, encore une fois. OK. tout à fait. Ok, bon, bah, je pense que c'est assez clair pour le fonctionnement. Après, on va essayer de mettre des informations dans la description, que ce soit des liens, que ce soit de la doc. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, alors, soit voilà, sur les mois à venir pour Veracash et Ocoff, sur ce qu'ils vont développer, mais aussi par rapport à ce qui serait intéressant de faire maintenant, aujourd'hui, pour notre futur, le futur de nos enfants également. Je te laisse la parole. Bon. Et là, déjà, je vais faire juste un petit focus sur un dernier service qu'on a lancé qui s'appelle VeraOne. Bien sûr, bah, bien sûr, Et, vas-y. et VeraOne, en fait, c'était un petit peu justement la pierre à l'édifice qui manquait pour justement on puisse s'adresser à une population qui est très engagée dans l'univers crypto. Ouais, Donc, des gens qui aujourd'hui possèdent du Bitcoin, qui possèdent de l'Ether et qui, à un moment donné, voudraient se stabiliser ou se sécuriser en revenant sur l'or. Alors, quand je dis revenir, pas nécessairement définitivement, mais je te prends un exemple pour que ce soit très, très clair. Imaginons, on était à 9 000 euros, 10 000 euros sur le Bitcoin il n'y a pas très, très longtemps. Imaginons, toi, tu considères que tu as atteint une forme de résistance. Tu hmm, te dis, OK, là, je suis sur ma résistance sur Bitcoin. Je fais quoi? Je reviens en dollars par teaser? Peut-être pas, parce que derrière teaser, c'est du dollar. c'est Couverture ça. 70%. Le dollar, déjà, je n'y crois pas. Et les couvertures 70%. S'il y a un bank run sur teaser, teaser est mort. Alors que les volumes, en plus, sont extrêmement importants quotidiennement. Donc, ça Ouais, veut ils ont dire du que mal à gérer. ah ouais, tous les jours, pour moi, ils prennent un risque. Donc, le fait d'aller de Bitcoin ou Ether vers One, donc de l'or physique, à un instant donné, pour bloquer en fait une valeur, peut être quelque chose d'assez intéressant. Et je dirais que les événements récents nous prouvent que c'est d'autant plus intéressant que, selon moi, maintenant, et c'est la deuxième fois qu'un événement de crise nous le prouve, les Ouais. cycles Bitcoin et or sont peut-être sur le coup en opposition. Hmm. C'est génial. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu as du Bitcoin à la hausse et que tu considères que tu as atteint un plafond, donc une résistance, qu'est-ce que tu fais? Tu vas de suite vers l'or qui, lui, peut-être est stable ou très stable ou peut-être même en baisse. Donc là, tu vas sur une valeur qui a, sur le coup, peut-être pas encore donné tout ce qu'elle a donné. Ouais. Euh, il se passe que ce que tu avais imaginé, et donc ton Bitcoin, ton Ether chute parce qu'il avait atteint une résistance. Et bien là, par magie, ce qui se passe statistiquement en ce moment, c'est que c'est plutôt l'or qui, lui, part à la hausse. Donc, tu te retrouves à avoir un effet amplifiant. Alors déjà, ton Bitcoin, ton Ether, il chute. Toi, tu avais stabilisé la valeur précédemment. Donc là, sur le coup, tu es super gagnant. Mais en plus, tu es passé sur de l'or qui, sur le coup, est démultipliant par rapport à une monnaie classique. Alors là, tu ne te sécurises pas en euros ou en Oui, dollars. Tu te effet de levier. sécurises dans une valeur qui, elle, en plus, est démultipliante. Donc, ça veut dire que quelques mois après, tu te remets à l'achat, ton Bitcoin est au plus bas. Tu te dis, bon, là, pareil, je suis sur alors, le coup un support. OK, je prends peut-être un risque en rentrant dedans, mais imaginons que ce support soit solide. Et là, tu revends tes Vera One et tu reviens sur du Bitcoin ou de l'Ether, ben, statistiquement, là encore, tu as aussi des chances de faire une opération assez intéressante parce que tu as joué les oppositions de cycle, tu vois, euh, tout en te sécurisant sur quelque chose qui soit autre chose que des monnaies pourries, donc comme dollars, Ah, euros. c'est ultra pertinent parce que je serais le premier à l'utiliser. C'est-à-dire que USDT, je l'utilise très souvent pour repasser en stablecoin. Bon, on est sur le dollar, c'est Bien sûr. pas très très plaisant, mais c'est pour ça que je serais le premier à utiliser le Vera One. Pour le coup, effectivement, ça me ferait beaucoup plus plaisir de revenir sur ça. Bon, avec un effet de levier haut, certes, mais où on est un peu fébrile sur USDT, ça c'est sûr. Ok, très très bien. Bon, moi je pense que il y a très peu de personnes qui étaient encore au courant de Vera One. Qu'est-ce que tu voudrais nous partager d'autre? Écoute, juste pour finir sur Vera One, l'adresse c'est veraone.io. On est très pointilleux sur le KYC, donc il faut que ça brusque personne. Si on demande copie de carte Ils sont d'identité, pas méchants. justificatif de domicile, etc., on mange personne. De toute manière, c'est adossé à une société de droit anglais. Donc c'est juste parce qu'on veut faire les choses proprement et correctement.
et voilà. Donc, c'était vraiment juste un point Bien sûr. important. J'ai Et bien pu voilà, préciser. on a une équipe dédiée à ça. Euh, Ensuite, voilà, je refais un petit focus que j'ai évoqué précédemment, mais qui est intéressant. C'est donc justement que maintenant, on est la deuxième fois où on démontre que visiblement Bitcoin ne serait pas la Refuge. crypto qui est sécurisante en cas de crack boursier. Pour ceux qui s'en souviennent, début 2018, on avait eu un mini crack à la bourse de New York. Beaucoup s'attendaient à ce que Bitcoin soit contre-cyclique là-dessus. Ça n'a pas du tout été le cas. Ça a plutôt été l'or, mais sans non plus en faire des caisses. Hein. Et là, de nouveau, pareil, énorme crack boursier. Bitcoin alors, n'a pas dévissé non plus, mais n'a pas été cet actif que beaucoup attendaient comme étant anti-crise. C'est ça. Mais il a suivi, c'est-à-dire que même comparé Voilà. aux autres marchés, d'ailleurs avec beaucoup plus de volume, c'est-à-dire que même limite, il a pris moins cher. Mais clairement, oui, il a suivi la tendance. Voilà. Donc c'est pas grave. C'est pas grave, docteur. C'est juste que c'est bon à savoir. Et donc, il ne faut pas mettre sur les épaules de Bitcoin ce qui n'est pas et ce qui ne peut pas être. Et une fois Mhm. qu'on le sait, c'est très bien. Parce qu'à ce moment-là, on peut jouer les arbitrages qui nous intéressent et qui sont porteurs de rentabilité pour tes auditeurs. Voilà. Ouais, mais j'avais justement enregistré une émission exactement sur ce sujet-là, où j'avais donné du pour et du contre, où effectivement il y avait quand même des fois des choses à dire pour certains pays où ils étaient en hyperinflation et se sont tous réfugiés dans le Bitcoin qui les a sauvés en partie. Et effectivement, d'un point de vue beaucoup plus macro, où pour le coup, on n'a pas confirmé ça du tout, au contraire, où ça suit plutôt le marché traditionnel. Donc, à voir, Exactement. c'est encore un actif très très jeune, hein, on n'a pas eu. J'insiste sur ce que tu viens de dire et qui est Ouais, un point majeur, c'est que les gens ont tendance à confondre des crises micro exactement. avec une crise macro. Donc, C'est il ne faut ça, surtout pas c'est ça. confondre la crise au Venezuela avec la crise que l'on traverse en ce moment. Parce que le Bitcoin, quelque part, son marché sous-jacent, on va dire que c'est le dollar. Ah, mais bien D'ailleurs, sûr, bien sûr. toi, quand tu parles Bitcoin avec quelqu'un, quand tu parles de valeur, tu ne parles pas de la valeur absolue du Bitcoin. À un moment donné, tu la ramènes toujours soit au dollar, soit à l'euro. Ouais, Donc, ça veut dire… ce qui m'attriste un petit peu parce que pour moi, un Bitcoin, c'est un Bitcoin. C'est-à-dire que D'accord. globalement, ça restera Et toujours je comme sais. un euro, c'est un euro et ça reste un actif. Et je suis content d'avoir mon Bitcoin qui Voilà. soit à 5 000 ou à 10 000 ou à 100 Eh 000. oui. Eh oui. Et effectivement, je pense que ça peut être très très bien de conclure là-dessus. C'est que les crises micro, là, même pour beaucoup d'acteurs, ça a sauvé des vies et ça a joué même économiquement parlant localement. Mais au niveau macro, là, on l'a pas démontré, on est sur des enjeux complètement différents, on est sur des acteurs complètement différents, où là, pour le coup, ça reste, mais c'est un tout petit marché, hein, c'est un tout petit volume, les cryptos, hein, c'est quelque chose de très niché comparé à toutes les bulles obligataires, les bulles des marchés financiers, c'est rien, c'est cacahuète à côté. Donc effectivement, il ne faut pas oublier que c'est un tout petit marché et qu'au niveau macro, ce n'est pas du tout les mêmes crises qu'au niveau micro. Et je pense que c'est un peu la réponse à la question. Voilà. Et là, on a un très bon recul là-dessus, parce que Hmm. sur le coup, ben voilà, à peu de choses près, Bitcoin a eu fêté ses 10 ans l'an dernier. Donc, on a 10 ans de recul sur Bitcoin. Mais Évidemment, ça devient pas une de crise crypto. majeure encore sur là. Voilà, mais voilà. Donc là, il manquait ce stress test et c'est bien de l'avoir. Et comme je dis, ce n'est pas grave. C'était juste que maintenant, il fallait qu'on l'intègre et qu'on le sache. Et ça va permettre comme ça de modéliser des approches sur le Bitcoin et je dirais d'autres cryptos un peu plus au sens large pour mieux se positionner et avoir des stratégies gagnantes. Oui, puis pour les maximalistes du Bitcoin, on en reste encore sur une tendance haussière depuis Ouais. 10 ans en fait. Donc, Et évidemment, et puis attends, je te redonne un exemple pour parler du Venezuela. Dans les rues vénézuéliennes, tu trouves des billets dans la rue tellement ça ne vaut rien. il Écoute, se chauffe, dans les rues, je ne vois oublié. pas de ledger jeté par terre. Hein. Même un Pas encore. Bitcoin divisé par 3, rassure-toi, il sera toujours moins volatile que ce que les gens peuvent connaître en Amérique du Sud, même sur le coup au sens large, parce que c'est le même sujet dans des pays tels que l'Argentine, etc. Oui, On regarde en ce moment le Brésil. Hier, ça faisait partie des places boursières qui avaient le plus dévissé au monde. Hein. Voilà, ce sont des zones qui ont bâti des fois durement certaines formes de croissance et qui malheureusement, à cause de crises exogènes, souvent qui viennent de chez nous, par contre, perdent les bénéfices en quelques jours de tout ce qu'ils avaient bâti depuis des années. Et là, ils sont sur des économies fragiles et qui sont de clairement. suite mises en énorme péril.
Voilà, tu as un Bitcoin divisé par deux, je peux dire que tu restes toujours le roi du pétrole Ah bah au c'est Brésil, pas quoi. la monnaie qui a été divisée par 10 000. Voilà, C'est sûr. exactement. Exactement. Malheureusement, mais c'est le cas. C'est le cas. Ok, super. Bah, merci beaucoup à toi, Jean-François. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour conclure ou est-ce qu'on peut te retrouver? Alors évidemment, comme je le répète, on va donner le plus d'informations possible en description. Mais ou si on a des questions, alors évidemment, mettez-les dans les commentaires. Mais si vous avez des questions précises, soit à moi, soit à Jean-François, n'hésitez pas. Écoutez, pour ceux qui veulent me poser vraiment des questions très directes, un petit peu en mode message privé, je vous donne directement mon adresse. C'est jffort@veracash.com. Donc jffaure@veracash.com. Et je me fais fort d'y répondre soit individuellement, ce sont des questions très très pointues, et s'il y a des questions un petit peu généralistes, comme maintenant on a un studio vidéo du côté de Coveracash et qu'on va peut-être devenir un média, je tente de faire une vidéo que toi, François, tu pourras relayer. Ok, bah avec grand plaisir. On va faire une petite question-réponse. Et bah, on se dit à très très bientôt alors, Jean-François. À Ciao, très ciao. bientôt. Ciao. Merci. Ciao.